Les meneurs secteurs sur le banc, épisode 10. Aujourd'hui, on reçoit Angelo Exposito qui a une crise de belle histoire à nous raconter. Mais moi, je veux qu'ils amènent leur game en dedans de notre game. Tu sais, tu peux pas juste jouer ta game. Faut que tu joues la game. Fait que t'amènes ta game à la game. Je sais pas si tu comprends. Votre entraîneur-chef, your head coach, Martin Saint-Louis. On va pas se mentir, c'est toi contre toi sur le terrain. Si tu mets les pieds sur ce terrain, il faut que tu te dises qu'il n'y a pas meilleur joueur que toi. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure, qui remportent les honneurs, les vrais pros, les meneurs. On a la flamme qui fait raviver la répartie. On est les premiers arrivés puis les derniers partis. Black Mamba mentalité, pas besoin d'être validé. Surtout jamais baisser les bras, on s'est fait à l'idée. On garde la tête haute, peu importe du résultat. J'ai vu le 87 en série tirer sur le tas. Kevin Jeff sur le micro dans ton canal auditif. Aucun sujet sur la classe, les débats sont positifs. We believe c'est fort qu'il faut mettre pour être au niveau. Let's talk about that. On s'y vise en 4 comme Jean Béliveau. Big shot à la gabière, avec ou sans teneur. On sait bien à quoi s'en tenir. Fais ton choix, prends ta meilleure. 100% on est ce type de donneur. Au fond c'est des forceurs. Bienvenue dans les meneurs. She was my biggest fan and cheerleader. She believed in me even when I didn't. I know she's with us tonight and clearly be proud and smiling down. As a kid, she would always tell me, "Show them, Marty, show them." Well, Mom, I think I did. Man, les frissons que je viens d'avoir. C'était la première fois qu'on diffusait notre vidéo officielle d'introduction à un show des meneurs. C'est une réussite, Jeff. On va dire comme ça, c'est une réussite. Ouais, c'est une belle réussite. Puis on voit une panoplie d'idoles pour nous, d'inspiration, des gars, des grands capitaines, des meneurs. Ça prenait ça. J'avais hâte qu'on le dépose, Kev, cette vidéo-là. On l'a travaillé toute la semaine avec Michel, qui est notre monteur vidéo. Là, puis on avait des frissons. Là, on avait vraiment hâte de la présenter. Puis évidemment, la toune à Bi a fit parfaitement dessus. Fait que c'est une fierté, Kev. C'est une fierté pour amorcer cet épisode 10 de Sur le banc. Ça va vite en temps. Tu sais, puis aujourd'hui, pour vrai, là, on reçoit encore une fois un gars qui m'a inspiré pendant son parcours au sein de la GMQ de 2005 à 2009. Il a vécu des montagnes russes pendant sa carrière, puis il va venir nous en parler. Je parle ici d'Angelo Exposito, qui a été drafté au premier tour, 20e au total en 2009 par les Penguins de Pittsburgh. Mais 2007, par exemple. 2007, je m'excuse, 2007. Petite précision, mais c'est correct, ça arrive des petites coquilles en ondes, hein, ça arrive à tout le monde. Mais oui, c'est un honneur de recevoir Angelo ce matin, honnêtement. C'est une légende des remparts de Québec, on va dire comme ça. Puis son parcours, il nous inspire surtout l'aspect du hockey, mais l'humain aussi, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à nous raconter. Puis là, justement, avant d'accueillir Angelo, c'est le temps de passer au petit segment de la gabière, mais c'est encore un petit peu trop tôt pour moi, pour m'ouvrir une petite frette. Fait que je vais quand même vous la présenter, la meilleure stout sans alcool à la partie à la gabière. Je vous la recommande. Ceux qui aiment les bières un petit peu fortes, mais tu sais, pas trop. Quand elle est réfrigérée, honnêtement, elle se boit super bien. Après une bonne journée de travail, toutes les occasions sont bonnes pour boire une Lagabière. La Gabière sans alcool, il faut le préciser, Kev, on boit juste de la sans alcool. Merci à la Gabière de nous fournir en bière désalcoolisée. Puis moi, ben, je vois que la meilleure NIPA, New England IPA, pêche et fruits de la passion, peut-être que je vais livrer pendant le show. Peut-être. J'ai le goût de me rafraîchir un peu. J'aime ça, les petits teasings, tu sais, mais bon, hein, ça reste à suivre. Ouais, fait que oui, c'est le temps de rentrer. Angelo Exposito. Salut mon ami, ça va bien? Salut boy, ça va bien? Yes, ça va bien toi-même?
Ouais, super, super. Félicitations pour l'entrée. Super beau. Ça donne des frissons, c'est sûr. Ah, ben merci. Merci. Honnêtement, ça fait 100 fois qu'on l'écoute chacun, puis c'est tout le temps, c'est un must, les frissons, ça vient avec. Non, c'est ça. Non, super cool. J'aime ça beaucoup. Moi, je veux commencer directement dans le vif du sujet parce que c'est important pour moi de parler de sa première année avec les Remparts de Québec qui était mémorable, grandiose. Tu as quoi? Tu avais 16, tu as eu 17 ans pendant la saison, je crois. 98 points. Sacrement. Ça a dû être de la pression quand tu arrives ta première saison dans Q. Une grande performance comme ça à la fin de l'année, Angelo. Comment tu t'es senti après ça? As-tu une pression supplémentaire sur tes épaules? Oui, c'est sûr que oui, mais non, c'est sûr que c'est une belle saison pour tout le monde sur l'équipe. On a gagné un Coupe Montréal, on a eu des gros moments, puis c'était un temps assez incroyable pour tout le monde. Mais à finir une année de même, puis tout à coup tout le monde parle de toi, ben tu commences à avoir de la pression, puis tu connais pas la pression vraiment avant ça parce que tu joues ton jeu, puis c'est juste un jeu. Tu t'amuses, puis tout à coup, ça devient un style de vie, puis ça devient ton futur, puis tu commences à penser que peut-être l'hockey, ça va devenir plus pour toi dans le futur aussi. Ouais, puis tu sais, les Remparts, c'est comme. Je sais que c'est gros dit comme ça, mais les Remparts, c'est un peu le Canadien de Montréal, de la LHJMQ. Ils sont très médiatisés, ils ont l'amphithéâtre de la Ligue nationale. C'est une grosse équipe. Fait que ça aussi, si j'imagine, ça venait avec une pression supplémentaire. Puis ma sous-question à ça, c'est la première saison, je pense que vous avez eu un changement d'entraîneur après seulement quelques parties au début de la saison. Comment ça s'est passé, la transition vers Patrick Roy à ta première saison? Oui, c'est sûr que on a vu Eric est parti après 5 matchs, puis Patrick est rentré, mais c'était une saison assez intéressante avec Pat derrière le banc. On connaît tout comment il est vraiment intense, puis on a vécu ça au début avec les entraînements de patins qu'il nous faisait faire, puis Des mountain que j'ai lu souvent dans les mountain tests, oh my God. Ouais, des mountain tests. On a tellement fait des mountain tests pendant l'année, mais je sais pas si tu as entendu l'histoire que je pense que c'était non, c'était après le tournoi de Québec. Anyways, on a fini un match contre Bathurst. Je crois que c'était Bathurst, puis on a perdu comme 5-1. Puis Pat est rentré dans le vestiaire, puis il nous a dit « OK, les boys, restez dans votre équipement, puis on va faire le média. Puis après, je reviens. » En fait, le média, il revient avec des gilets de pratique, puis c'était comme 9h30 du soir. On a sauté sur la glace, puis on a fait comme un Miracles bag skate pour 45 minutes après la pratique. Et en premier, on était un peu fâchés, puis ça ne nous tentait pas de faire ça après un match. Puis rendu comme à 25 minutes, 30 minutes, toute la gang, on commençait à avoir du fun avec ça. Puis c'est pas qu'on riait, mais par après, on riait de ça. Mais ça nous a aidé, je pense, à nous revenir ensemble comme une équipe. Mais c'était quand même drôle. Mon père, il venait à tous mes matchs, puis après le match, il a attendu comme 2 heures pour nous, puis il dit « Qu'est-ce qui se passait? » On était sur la glace. Il dit « Ouais, ils ont tout parlé, je savais pas qu'est-ce qui se passait. » Non, ça c'est Pat. Il y avait toujours quelque chose derrière lui, puis il était vraiment intense. Puis comment que ta relation avec Pat était? Tu sais, tu as eu ta grosse saison, ensuite ça a diminué un petit peu, mais ta relation avec Pat, étais-tu sincère, authentique, ça allait bien? Oui, je pense que Pat, c'est une personne assez dure de comprendre des fois, mais j'ai toujours une bonne relation avec. Je restais avec une famille de pension, j'en ai plusieurs plus loin dans Beauport, mais ils partaient des fois l'hiver en vacances. J'allais rester avec Pat. Je passais comme 2-3, peut-être des fois 1 mois chez lui. Puis je te dis, quand ça allait pas bien dans un match, je me dépêchais pour arriver chez moi pour fermer la porte. Je l'entendais pas venir à la maison. Puis quand j'entendais sa porte fermée, ben j'allais manger ou quelque chose. Mais, il était assez tough sur tout le monde. C'est ça, il voulait juste que
il succeed même. On écoutait je me souviens, on écoutait un match pendant le dîner, pendant le souper un soir. Puis il y avait un gars qui il a fait un beau move, il rentre au filet, puis il crash the net, puis il fait un but, puis Pat il mange, il arrête de manger, il saute. That's what I want to see, you cut to the net and put it in. il était toujours on Pat. Mais je pense qu'il y avait pas mal de gars qui étaient comme peur, qui avaient assez peur de lui, mais on était un couple qui était des gars qui avaient toujours besoin d'aller lui parler puis demander des choses. J'avais quand même une bonne relation avec. Fait que sur l'aspect humain, c'était possible d'aller lui parler s'il y avait quelque chose. C'était pas juste quelqu'un qui était tough, puis de ce que je comprends. Là. Oui, c'était capable de lui parler, c'est sûr, mais il était tough. Il était tough. C'était pas facile. Moi, on a parlé de pression en début de show. Tu étais en lutte, je crois, là, de mémoire, là, parce que ça fait quand même longtemps. Tu étais dans la lutte pour être le premier choix au total dans NHL. Il y avait Patrick Kane comme nom aussi et tout ça. Ça, là, ça devait t'ajouter une calice de pression, sincèrement, de te dire Chris, je suis peut-être le futur premier choix du show. Là. Ouais, puis il y a des gens qui disaient le futur Vincent Le Cavalier. Ouais, exact. C'est toutes des affaires qui s'ajoutent, veux pas, je sais pas. Ça oui, c'est sûr, parce que tu penses à ça assez souvent, parce que même s'il dit tu peux pas penser à ça ou pas regarder à ça, mais c'est toujours dans ta face quand tu es en train d'arriver au draft. L'année du draft, c'est une des années les plus difficiles pour moi, c'est sûr. À chaque fois que ça allait pas bien dans un match, je me disais, OK, le lendemain, ça va aller mieux, je vais compter 2 autres buts, je vais compter. Puis là, tu commences à tomber plus et plus et plus en arrière, puis tu fais pas des buts, puis l'équipe gagne pas, puis ça commence à vraiment jouer avec ton mental. Puis c'est sûr que cette année-là, à chaque fois que les choses allaient pas bien, ben, je me sentais comme j'étais comme 5-10 pas en arrière que où je devrais être. Puis à ce moment-là, une deuxième saison un peu plus tough que ta première, est-ce que tu as eu besoin d'aide mentale à quelque part pour t'épauler dans ces difficultés-là? Sûrement. On pense à ça maintenant. C'est sûr que ça aurait peut-être aidé un peu plus que j'ai peut-être un peu plus d'aide dans ces aspects-là, mais dans le temps, on pouvait pas vraiment aller chercher de l'aide. Tu comprends? Comme c'est ton année de draft, puis c'est une équipe qui sache que tu es mentally weak, mais ça va être une coche, a check mark against you. Yeah. So, c'était vraiment... puis, dans le moment, tu penses pas à ça non plus. C'était dans le moment, tu joues, tu essaies de performer, tu arrives à l'aréna, ça va pas bien à chaque jour, puis tu commences à dire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher? So, tu joues quand même dans ta tête toi-même en plus, et tu le vois pas quand tu es dans le moment, tu comprends ça? OK, ouais. Ouais, puis mettons, y a-tu, sans avoir recours à un psychologue ou un professionnel, est-ce qu'il y a des coéquipiers qui t'ont aidé? Est-ce qu'il y a des proches qui t'ont aidé dans ta famille, ce genre de trucs-là? Est-ce que tu as eu un bon réseau de soutien malgré tout? Oui, j'avais toujours... C'est ça, j'avais toujours un bon réseau. Mes parents, j'avais mon agent, mon père venait à chaque match. Il partait de Montréal, il avait son business, puis des épiceries, puis il partait de Montréal. On jouait vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi à Québec. Il venait vendredi soir, écoutait le match, retournait vendredi après le match. Il allait travailler, il revenait samedi, il retournait travailler. Puis dimanche à Drummond, il venait, puis il retournait travailler. Il était toujours là pour moi. Il m'aidait quand il pouvait, mais en même temps, c'est dur à parler à ton père. C'est pas la personne que tu vas aller dire tes problèmes quand lui, il travaille tellement fort, puis il met un toit sur ta tête chaque jour, puis c'est une vieille mentalité aussi. C'est sûr qu'il était là pour nous, mais dans une manière différente. Et les coéquipiers, je pense à cet étage-là, on est tous en train de se battre pour notre futur. Puis on est là comme des amis, c'est sûr, mais à la fin de la journée, c'est pas sur tes coéquipiers à ce niveau-là que tu vas tout confess avec. Puis dans ces années-là, tu as vécu des beaux moments aussi. Tu as gagné la Coupe Memorial, tu as côtoyé des leaders comme Brent Aubin, un joueur fabuleux comme Alexander Radulov. Brent nous a parlé un peu de Radu.
Mais toi, tu le voyais comment, Radu? Tu sais, c'est un gars de 61 buts en 62 games, mais il avait pas l'air un gars qui se présentait, mettons, pour aller s'entraîner dans un gymnase. Ouais. Écoute, Radu était un des personnes les plus forts que je connais. Comme physiquement, il était fort. Je sais pas comment, mais il était fort. Et j'étais quand même assez proche avec lui à 16 ans. C'était probablement mon meilleur ami sur l'équipe et on était toujours ensemble à l'extérieur de l'aréna et à l'aréna. Pas toujours. Tu sais, le soir, Radu, des fois, il y avait des plans différents. Moi, j'avais juste 16 ans. C'était pas toujours là-dedans, mais Radu il est assez spécial. Il peut venir au match pas tout là, puis compter 11 buts, et 7 buts, 11 points, mais il était toujours là pour jouer, puis à chaque jour, il amenait son meilleur match qu'il pouvait. Il voulait être le meilleur toujours, puis tu le voyais dans la passion qu'il avait pour le match. Puis t'as-tu aidé à évoluer comme joueur et comme être humain, Radu, juste en jouant avec, là? Oui, je sais pas si je t'ai évalué comme humain, mais comme personne, puis comme ami, c'était le fun d'être autour de lui, puis de le voir jouer, puis de voir sa passion pour le match. Il était sur la glace, il nous aidait, avec moi il m'aidait, il me donnait des tips, puis je me souviens à Moncton, de la manière que je tapais mon hockey, il m'a fait changer un match. J'ai compté comme 3 buts ce match-là. Depuis ce match-là, j'ai tapé mon bâton de la même manière que Radu tapait, un peu moins parce que lui il allait comme jusqu'au shaft presque. Ouais. C'était un peu bizarre son tape job. Mais c'est ça, il était toujours en train. C'est sûr qu'il voulait voir ses coéquipiers avoir du succès aussi, mais c'était un individu assez drôle. Ouais, ben, les superstitions de joueurs de hockey, des fois, hein, c'est comme ça. Ouais, il y en a ça. Exactement. On n'est pas différents. Puis moi, j'avais mes superstitions. Je voulais toujours être premier, habillé, la manière que je tapais mes bâtons, après que je m'habillais, qu'est-ce que je mangeais avant les matchs. C'est incroyable comment après le hockey est fini, comme je garde un peu le même, mais je suis beaucoup moins intense là-dedans, puis je pense que la vie est plus facile avec les superstitions qui sont un peu moins aujourd'hui. Ouais. Puis je me demandais, ton année de draft, là, est-ce que tu as été repêché par les Penguins de Pittsburgh, comme Jeff il l'a dit tantôt? Est-ce que tu avais des discussions avec l'équipe au courant de l'année? Est-ce que tu avais discuté avec d'autres équipes aussi? J'imagine que oui, tu avais été considéré par très haut... Oui, c'est ça. C'est bizarre parce que je pensais vraiment que j'allais être repêché par la Floride parce qu'on a eu quand même beaucoup de discussions avec eux. Puis ils repêchaient comme 11e à peu près. Je ne me souviens pas quel pick cette année-là. Mais Pittsburgh, ils m'ont fait faire un entrevue au Combine. Il n'y avait personne dans la chambre sauf un gars de Minnesota. Puis, il connaissait une de mes amies de Minnesota, puis son père, puis sa famille, puis il m'a juste parlé de Shattuck, puis comment la famille allait, puis tout ça. Puis, il n'y avait personne d'autre parce qu'il m'a dit, je pense pas que tu vas être là quand on va être repêché. Je voulais juste dire, bon, c'est pour ça que j'ai fait le rendez-vous. Puis, non, j'ai vraiment pas parlé à personne à Pittsburgh, puis j'étais assez surpris. C'est pour ça, après que la Floride ils ont passé sur moi, ben je savais vraiment pas où j'allais être repêché. Oui, puis à ce moment-là, avec les Pingouins, tu avais Crosby, tu avais Le Temps, tu avais Fleury. Malkin, c'est-tu des gars qui t'ont appelé? As-tu un de ceux-là qui t'a appelé quand tu étais drafté au premier choix? Après le draft, il y avait Crosby appelé quand j'étais au draft, puis on s'est jasé un peu. Honnêtement, je ne me souviens pas de la conversation, mais c'était vraiment sur le bout de félicitations, welcome to the team, looking forward to getting on the ice with you. Puis quand tu es arrivé au camp, est-ce qu'il t'a aidé un peu? Parce que j'imagine que tu as fait un main camp avec lui. Oui. Parce que tu n'as pas été longtemps dans l'organisation, mais j'imagine que tu as eu le temps de faire le main camp.
Non, je n'étais pas là longtemps, mais c'est Max Talbot qui m'a aidé beaucoup au camp. Il me chauffait un peu partout, puis il m'amenait au souper, puis c'est Max quand je suis rendu, qui m'aidait quand j'étais au camp. Nice. Ah, c'est vrai, Max était là aussi à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est Max. Il était vraiment bon avec moi. Puis il m'a aidé pendant le camp. Je suis arrivé un peu plus de bonne heure cette année-là, comme 2-3 semaines en avance. Puis c'est lui qui m'aidait pendant que je passais mon temps là-bas. Je peux y aller, Kev, parfait. Oui. Moi, je veux ramener un moment marquant. Médaille d'or avec les moins de 20 ans. 2008-2009. C'est qui a scoré le but gagnant en finale contre la Finlande? La Suède. La Suède, excuse-moi, la Suède. Oui. Non, c'est ça. On dit le but gagnant. On a gagné comme 4-1 ou 3-1. Je me souviens pas. Mais c'était t'avais le deuxième but. C'est ça. J'avais le deuxième but. C'était le but marquant. Puis je pense, it's a cherry on top of the icing. C'était une belle manière de finir le tournoi pour moi après avoir été coupé 3 années de suite. Ouais. Ça, c'était assez une histoire intéressante quand même. Mais c'était moi quand même. Ouais, puis tu sais, tu as joué avec John Tavares, Jordan Eberle, Jimmy Benn, Piquet Souban. C'est fou, là. Tu as joué avec ces gars-là qui sont des stars ou des anciennes stars de la NHL. Qu'est-ce que tu retiens de ces gars-là? T'sais, y a-tu un de ceux-là qui s'est comme imposé comme le leader, le gars qui prenait ça en main? Sur cette équipe-là, on est tous des leaders. C'est tous des gars qui viennent de son équipe junior ou collégiale. Puis on est tous les meilleurs joueurs sur notre équipe. Et, on arrive dans ce vestiaire-là, on est tous des leaders. Puis on essaie tous de pousser en avant. C'est sûr que Tavares, c'était un des meilleurs joueurs dans le tournoi cette année-là. On avait Eberle qui a scoré le real game-winning goal contre la Russie. Je me souviens, j'étais sur le banc avec 10 secondes, puis on pensait qu'on va jouer dans la médaille bronze au Canada. It's not going to be fun. Personne ne voulait jouer là-dedans. Puis tout à coup, on compte un peu, puis on a juste fait un trajectory turn. Après ça, tu ne nous arrêtais pas après ce but-là, ça c'est sûr. Mais les gars, honnêtement, on était tous les deux dans cette chambre-là. Puis, justement, on parle des leaders, je veux juste revenir rapidement aux Penguins de Pittsburgh. Je pense que Mario Lemieux était beaucoup impliqué dans l'équipe, même encore aujourd'hui, mais est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer? Oui, j'ai rencontré Mario la première fois. Je pense que son fils est venu à Québec pour jouer dans le tournoi Pee-Wee. C'était la première fois que je lui rencontre là-bas. Mais quand j'étais au camp, il était autour, mais je le voyais pas souvent. Mais non, c'était quand même un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale dans le monde que j'ai eu la chance. Puis j'ai toujours entendu parler que c'est grand, mais il est vraiment grand, Mario. C'est un big body. Ouais, 6 pieds 4, 200 had big hands, ça fait peur un peu à 18 ans. Ouais, il y a une prestance aussi, un aura qui vient avec. Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais je peux m'imaginer. Non, c'est ça. Non, c'est quand même le fun, mais le camp à Pittsburgh, c'était quand même un camp assez tough. On a joué nos 2 premiers matchs contre les Canadiens, match d'exhibition. On a pris l'avion pour jouer à Montréal, puis ça, c'était le fun quand même. Il y avait 21 000 personnes pour un exhibition game. C'est un peu fou, mais c'était le fun de jouer à Montréal. J'avais tous mes amis, toute ma famille qui sont venus voir. C'était quand même... non, it was a good experience. Nice. Puis, je veux juste encore faire un petit millage sur les Pingouins. Tu parlais de Patrick Roy, que c'était un entraîneur tough. Je pense que c'était Michel Terrien qui était l'entraîneur à Pittsburgh quand tu es arrivé. Ouais. C'est quoi, ça a été quoi ton feeling avec lui, disons? C'est assez court, puis dans le temps, écoute,
il n'y a pas grand-chose qui s'est dit entre nous pendant le camp, mais ouais, c'était différent. C'était différent. Ouais. J'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. On va prendre une gorgée. Ouais, c'est ça. Prends un gorgée. Même la manière qu'il coachait dans le temps. A lot of mind games. C'est dur comme un jeune de 18 ans, puis t'arrives dans le camp, puis tu penses que ça va bien, puis ton coach te dit que ça va pas bien, puis tu sais pas qu'est-ce que ça va prendre, puis il te donne plein de... He's telling you a bunch of stuff that you're like, what the hell? And, mais tu parles à quelqu'un d'autre, puis ils disent quelque chose de différent. So c'était intéressant comme mon premier camp dans la Ligue nationale avec lui. Parfait, on va tasser Michel Therrien, mais on va rester avec les Pingouins parce que tu as fait partie de la transaction qui a amené Marianne Hossa, Pascal Dupuis du côté de Pittsburgh. Fait que tu t'es senti comment? Tu t'es-tu senti trahi par l'organisation? Est-ce qu'on t'a parlé que tu allais être échangé ou on t'a rien dit et on t'envoie à Atlanta? Ils m'ont rien dit puis ils m'ont envoyé à Atlanta. Mais écoute, j'étais pas dans ce temps-là, je jouais à Québec, je faisais pas partie de l'équipe. Non, je me sentais pas trahi. En même temps, je me sentais qu'il y avait une autre organisation qui me voulait. Puis je me souviens le lendemain dans les journaux, c'était comme Hossa contre Esposito dans le journal à Québec. Puis on était 5 autres joueurs dans le trade avec Pascal Dupuis qui est parti à Pittsburgh. Mais non, ça, je me souviens assez bien parce que le lendemain, il y avait il y a à peu près le lendemain, il y avait 2 personnes de l'organisation d'Atlanta qui sont venues à Québec me rencontrer. Puis on avait un match contre, je pense que c'était Drummondville, mais il y a 2 matchs passés, moi puis Pat, on s'est cogné la tête un peu. Puis on a eu un petit bagarre dans le vestiaire, puis devant toute l'équipe. Puis ça, je me souviens assez bien parce que c'était une grosse bagarre quand même. Puis devant toute l'équipe, puis le lendemain, on a eu une pratique. Puis on est allé patiner à Sainte-Foy, cette pratique-là. Puis quand je suis arrivé là, il y avait plein de caméras. Puis dans ma tête, je me suis dit, il y a quelqu'un qui s'est échappé. Ouais, c'est ça. So, on arrive, on a fait un back skate. This mountain test is for Angelo for saying fuck you to the coach. On a fait des mountains à cause de moi, puis la pratique était finie. So, je vais aller voir Pat, puis je dis écoute Pat, désolé pour ce qui s'est passé hier. Toi, t'es un gros esprit, puis tu as vécu des choses comme ça dans ta carrière, mais ça arrive. Puis, non, c'est correct, ça, c'est correct. Mais j'ai des mauvaises nouvelles. J'ai dit, OK, je t'ai échangé. J'ai dit, fuck, je t'ai échangé de Québec. Oh non. Non, Pittsburgh, t'as échangé de Pittsburgh à Atlanta. J'ai dit, pourquoi tu commences avec j'ai des mauvaises nouvelles? Le média était peut-être là à cause de ça. J'ai parlé aux médias, le lendemain, on avait notre match, mais il m'a dit, quand tu parles au coach, je peux pas juste te faire jouer comme si rien n'était, tu vas jouer sur le 4e trio. Et finalement, l'équipe est venue, Atlanta est venue le matin pour me parler. Je parlais avec, j'ai rien dit. Ce match-là, j'ai joué sur le 4e trio. J'ai quand même fait 2 buts, une passe, je pense, ce match-là. Puis après le match, ils sont venus me voir. Puis ils m'ont parlé, ils disaient, y avait-tu une raison que tu n'as pas joué powerplay piqué sur le 4e trio? Puis j'ai dit, I had a little fight with my coach, and I'm like, it doesn't happen often. I'm like, I never talk back to anyone. It's like, well, I hope it doesn't happen often, and this isn't what we have to expect from you. So, c'est la première fois, puis je pense la dernière fois dans ma vie que j'ai eu un petit bagarre avec le coach, mais c'était pas la première impression que je voulais avoir sur ma nouvelle équipe non plus. Tu l'as fait une fois, mais tu t'en rappelles toute ta vie parce que c'était avec Patrick Roy, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Puis je voulais pas jeter mes gants contre lui non plus, je peux te dire ça.
Fait que c'était une bagarre verbale ou vraiment vous êtes chamaillé un peu? Non, c'est une bagarre verbale. OK. Il y avait juste des mots qui étaient échangés parce que j'ai posé une question, puis Pat est revenu avec une grosse réponse, puis j'étais pas content de sa réponse. Mais c'est rare, même mon père, après le match, que j'ai dit, tu sais, I spoke back to Pat, and, we got into a fight, like, I don't know if I'm going to be here tomorrow. Tu sais, mon père, la première chose, il dit, it's about time you stick up for yourself, parce que je suis un gars assez timide, ça me tente, tu sais, j'aime pas les matchs verbales, les choses de même, c'est pas vraiment mon genre là-dedans, même aujourd'hui. Comme si tu me trahis, puis if I don't like you, you must be a terrible person. C'est ça que le monde dit assez souvent. So, je suis assez facile j'étais toujours le gars qui je me tenais bien avec tout le monde sur l'équipe. Puis tu as été, je pense que tu as joué ta dernière saison junior à Montréal. Comment ça s'est passé, la transaction? Est-ce que ça a été un gros ajustement pour toi? Oui, un peu. Comme mon agent m'a appelé pendant le draft, puis il m'a dit que à Québec, il y avait vraiment un bon offre pour toi pour aller à Montréal. Puis est-ce que tu veux être échangé? Parce que il va le faire si tu veux. Si tu veux pas, il va te rester. C'est sûr que j'aurais aimé ça rester à Québec, mais je pense aussi que j'avais besoin d'un changement, puis être à la maison. Puis Montréal, c'est une nouvelle équipe, puis il me voulait vraiment. So, j'ai dit, ouais, pas de trouble, je vais it's business is business. So, il m'a échangé, puis arrivé à Montréal, honnêtement, c'était une bonne chose pour ma carrière. It was a fresh start, clean slate. On avait Pascal Vincent, Dominique Ducharme comme coach. En plus, il y avait Joël Bouchard qui venait à tous les matchs, home games, puis toutes les pratiques. So, on était quand même, il y avait quand même un autre bon coaching staff différent. Puis, ils ont vraiment travaillé avec moi cette année-là, avec mon mental, mes matchs. Joël m'assisait avant tous les matchs pour me dire, OK, aujourd'hui, you're going to focus on 3 things. These are the 3 things you have to focus on. So, je rentrais au match, au lieu de penser je dois compter 6 buts, ben non, c'est ça que je dois faire. Essayer de prendre au moins 6 shots, couper toujours au milieu, back check, pick up a stick. Des petites choses de même qui m'ont vraiment, vraiment aidé dans cette année-là. Ça, c'est Joël qui t'apportait ça ou c'est Pascal? Non, Joël. Pascal, avec moi, il était super, super bon. Il m'amenait toujours dans son bureau pour me parler, OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as besoin, comment ils vont, les gars, parce que Pascal était vraiment proche avec les vétérans. Il voulait savoir ce qui se passait dans le vestiaire, comment le sentiment des gars, puis il est vraiment, Pascal pense beaucoup. Il est brain. Il est a brain, c'est ça. Il est vraiment, c'est ça sa force. He knows the game well, he understands the game, and he tries to understand other people. Puis, c'est-tu cette année-là que tu as eu ta première ou ta deuxième blessure au genou, opération au genou? Ça a tout commencé après le World Juniors avec l'équipe Canada. Quand je suis revenu, tout allait vraiment, vraiment bien. Puis, c'était vraiment après 3 semaines. Je jouais dans un match, puis il y a quelqu'un qui a tombé sur ma jambe, puis ça sentait un peu différent, puis quand je suis sorti de la glace, finalement, ils m'ont dit un torn ACL, puis honnêtement, à ce moment-là, je comprenais pas c'était quoi, vraiment. Je me suis dit, OK, petite opération, puis je vais retourner au match, mais au jeu, un couple de mois plus tard, mais vraiment, comme la première fois que je me suis blessé, je pense pas que j'ai pris mon rehab assez au sérieux. Puis quand je suis revenu au jeu, comme je n'étais pas prêt à revenir, ma jambe n'était pas assez forte, ça c'est sûr. Mais c'était assez... It was a big surprise for me. Ouais, puis t'en as eu plusieurs, des blessures au genou, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est plus tard dans ta carrière, dans le professionnel. 2 fois dans à peu près 9 mois. De mon ACL. Ma première année pro quand je jouais, puis en junior. So, ma première année, j'étais à Chicago, mais avant d'être rendu à Chicago, l'année d'avant, j'ai eu quand même un bon camp à Atlanta, puis
écoute, j'avais Johnny Anderson comme coach, puis je me souviens quand ils m'ont envoyé dans le junior, il a dit, on était dans un meeting, puis il se levait, puis il dit, hey, Espo, come give me a big hug, like, I'm so sorry, like, you had a great camp, but I don't think it's a right fit right now this year with our team. We're going to send you back to junior. You just need to go have a good time. Tu sais, vas-y, go have a good time, joue ton match, be you out there. Next year, come back here, you're going to be ready, you'll be good for us, So dans ma tête, c'est sûr que c'est une différente expérience voir Michel Therrien puis Johnny Anderson. So je suis allé quand je suis revenu dans le junior à Montréal cet été-là, Équipe Canada m'ont pas invité au camp d'été cette année. So j'étais coupé 3 fois. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ne m'inviteraient pas parce qu'il veut me sauver l'embarras de ne pas faire l'équipe cette année parce que ça aurait été 4 fois de suite. J'étais quand même tabarnak. Ouais, c'est ça. Puis, anyways, so, Pascal, puis Joël, puis Tom, ils m'ont dit, OK, on va travailler pour qu'ils t'invitent. Puis, moi, dans ma tête, ouais, pas de trouble. Sur cette début de la saison, j'ai vraiment connu une bonne début de saison. Puis, Pascal m'a amené dans son bureau pour me dire, hey, on a des bonnes nouvelles. Et quand temps des fêtes, Équipe Canada veut t'avoir au camp. Puis moi, je lui dis, well, tell them to go fuck themselves. Comme, je voulais vraiment pas aller. Puis, tu sais, Pascal puis Joël they called me down puis ils m'ont dit, OK. Ils disent, let's think about this. Like, c'est une balle. Ils vont pas t'inviter pour te couper. Tu sais, il faut aller au camp. Tu vas travailler fort, tu vas faire l'équipe. So, finalement, je dis, ouais, pas trop, je vais aller. Puis, ma première journée là, il y avait Pat Burns comme coach. Puis, je me souviens, je suis allé voir Pat, puis j'ai dit, hey, Mr. Burns, Angelo Esposito, I'm here to do whatever it takes to make the team. C'était ça mon première rencontre avec lui. Et pendant le camp, il y avait Guy Boucher qui était adjoint. Puis, honnêtement, il m'a vraiment, vraiment aidé pendant le camp. Comme, cette camp-là, comme je pensais même pas à faire des buts, il me faisait aller dans faire go in the corner, hit a guy, back check, hit a guy, go in the corner, hit a guy. Comme je faisais juste ça, je gagnais mes batailles. Puis, j'ai fait l'équipe sur le 4e trio. Puis, finalement, avec les matchs d'exhibition, j'ai commencé le tournoi sur le premier trio avec John Tavares, puis Chris Domenico. Ça, c'était quand même une belle expérience, mais qui m'a vraiment, vraiment aidé pendant les couples de semaines que j'étais là. Fait que Guy t'a amené peut-être à être un joueur plus complet qui peut être utilisé ça 4, ça 3, ça 2, ça 1. C'est selon ce que je comprends. Puis c'est exactement ça. Puis ils m'ont dit, OK, you're going to have to be the defensive awareness on this line. So, dans le fond, je jouais avec John Tavares puis Kristen Domenico. J'allais chercher les rondelles. Puis c'était ça mon rôle. Je jouais pas de power play, je jouais de piqué. So, il m'a vraiment aidé à faire l'équipe parce qu'on est 40 joueurs skilled qui essaient de faire l'équipe. So, il m'a fait utiliser ma vitesse pour que je puisse faire l'équipe sur le trio du 4e, puis finalement être sur le premier trio pendant le tournoi. Moi, je me demande, Angelo, tu sais, les gens, tu sais, les Trashers d'Atlanta, là, ils n'ont pas été très, très longtemps dans la Ligue nationale, puis on dirait qu'il y avait une mauvaise réputation à Atlanta. Fait que ma question, c'était quoi le mindset de l'organisation? Tu sais, c'était une équipe qui n'était pas tant vieille, il n'y avait pas une excellente équipe non plus. Tu sais, je sais que tu n'as pas joué dans la Ligue nationale avec eux, mais j'imagine que, tu sais, ce qui part d'en haut, ben, ça va en bas aussi. Fait que c'était quoi le mindset de l'organisation? On veut gagner, on veut faire les séries, on veut tanker pour le premier choix. C'était quoi le mindset au final? Je pense que c'est dur à dire parce que tu arrives là, il n'y a pas beaucoup de fans dans les estrades. Ils essaient de ramener la ville ensemble, mais ça ne fonctionnait pas. Puis tu arrives dans les mineurs, puis l'équipe, c'est le Chicago Wolves, c'est une excellente organisation, comme top-notch, mais c'était une organisation privée, so eux, il y avait leurs propres joueurs sur le contrat, so c'est dur à faire du développement pour les jeunes parce qu'ils voulaient gagner à chaque année, ils voulaient aller gagner la Coupe Calder à chaque année. So c'était pas vraiment un bon fit, je pense, pour Atlanta puis Chicago. Si tu veux développer des jeunes, c'est pas la place pour aller. Mais quand tu arrives à Atlanta, c'est pas il voulait faire les séries à chaque année, mais
c'était dur de trouver des joueurs qui voulaient aller jouer là aussi. Oui, c'est quand même une bonne ville pour être, mais ça attirait vraiment pas beaucoup de fans ou des gros noms non plus. Et pourtant, tu avais un Ilya Kovalchuk qui était au sommet de son art dans ces années-là. Là. Ouais. On l'a eu sur une courte durée ici à Montréal. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est gros. C'était comme plus gros que nature. Ilya Kovalchuk avec le Canadien. Mais dans le temps avec les Trashers, c'était comme vraiment une superstar. C'était comment de côtoyer un gars comme ça? Ça devait être... Ouais, c'est sûr. C'était pas un gars qui parlait beaucoup. Ça, c'est sûr. Il était comme on his own page. Mais je voyais à l'aréna, il me disait toujours bonjour. Puis, that was the extent of the relationship. Short and sweet. Ouais, c'est ça. Fait qu'on parle du professionnel en Amérique. C'est à quel moment que tu t'es dit ça marche pas, je m'en vais au bord? Ouais, c'est ça que je pense que j'ai commencé à ouvrir un peu là-dessus. Comme c'était l'année du lockout, puis j'avais fini mon première année de contrat et j'avais juste comme un AHL East Coast offer, puis comme dans ma tête, c'était comme un peu tough de comprendre, puis j'ai eu vraiment un bon off en Finlande, mais au moment, je pensais pas à ça, mais j'avais juste 21 ans, 21, je tournais 22, puis j'ai pris l'offre en Finlande, mais en pensant que je pourrais retourner, mais c'était pas le cas. C'est comme j'aurais dû attendre beaucoup plus avant de prendre cette offre-là, puis mettre un peu plus de temps dans North America avant d'aller en Europe. Puis cette année-là, ça aurait été une année parfaite pour moi de passer du temps dans l'East Coast parce que la ligue aurait été mieux et j'aurais eu beaucoup de temps pour jouer. So, c'était peut-être pas le meilleur moment pour partir en Europe. So, est-ce que j'ai pensé à partir? Non, parce que c'était jamais dans ma tête avant que j'ai eu une offre de la Finlande. OK. Fait que tu as un peu rushé ta décision, si on veut. Oui, j'avais 3 semaines, même pas. Ouais. J'ai eu l'offre, j'avais 1 semaine à penser, puis je partais 2 semaines plus tard. Puis je m'entraînais cet été-là, mais j'étais comme même pas à moitié dans mon entraînement d'été. So, je suis arrivé au camp à Finlande avec mon équipe à Lahti, puis j'étais comme peut-être 5-6 livres overweight, puis mon cardio était pas où ça devrait être, especially pour l'Europe où, tu sais, court glace, ça patine beaucoup. Le cardio, c'est vraiment, vraiment important. So, je suis arrivé là même pas prêt, comme je peux dire. Et en plus, peut-être comme 5-6 matchs dans la saison, je suis blessé à l'abdominal, puis on pouvait pas trouver c'était quoi le problème. Puis ça a pris comme presque une année à guérir quand je suis revenu à Montréal, à Ottawa. Mais ouais, c'est ça. C'est dur. C'était une décision très rushée que je voulais pas manquer, mais peut-être pas la meilleure décision, ça c'est sûr. Puis après un bref passage du côté de l'Europe, je vais revenir en Amérique parce qu'il y a quelque chose que j'ai retenu. Tu as eu un blocage psychologique avec les Comets de Fort Wayne, je pense, en 2014-2015. Qu'est-ce que tu entendais par blocage psychologique qui s'est passé? So, qu'est-ce que tu veux dire par ça, blocage? Kev, es-tu capable de le dire en anglais? Ben, pas un blocage, mais dans le sens, tu as joué une partie à Fort Wayne. Okay. Ouais, je peux t'expliquer. Ouais, c'est ça. Ben, okay. Tu veux savoir qu'est-ce qui s'est passé? Oui, exactement ça. Ouais, so, Fort Wayne. Ça, je suis arrivé à Fort Wayne, je me suis dit, OK, je vais essayer ça en Nord-Amérique. Ça va être où je vais commencer parce que j'ai pas le choix. J'arrive à Fort Wayne, je fais mes matchs d'exhibition, je pense que j'ai fini meilleur marqueur sur l'équipe. So, j'étais content. Premier match de la saison. J'arrive au match. Dans l'East Coast, tu es capable d'habiller 9 attaquants plus un extra. Ça va faire 10. J'arrive au match, le coach m'a fait comme 10e attaqueur dans l'East Coast. Le match n'a pas bien été, c'est sûr. Le lendemain matin, j'arrive à l'aréna, je dis au coach, hey, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis il me dit, I saw you in the morning skate, you didn't look ready.
Puis dans ma tête, comme ça faisait comme 5 ans maintenant que je suis dans pro hockey, puis morning skate, I don't look ready, that's why I'm 10 forward. Like, c'est pas le junior, this isn't junior hockey anymore. So j'ai juste dit, écoute, I had enough. C'est assez. Comme, if this is what it's going to be, it's like, oh no, stay around, we'll call your number. À ce point-là, j'étais comme frustré, ça allait pas bien dans ma carrière, comme j'allais pas attendre dans l'East Coast pour le coach pour appeler mon numéro. J'avais juste eu assez. Comme j'étais rendu à un point que il m'a juste poussé comme juste au-dessus que je pouvais plus le prendre. So, j'ai dit, écoute, il dit, I'll trade you. J'ai pas besoin de faire trade, je vais faire mes paliers, je m'en vais chez moi. Puis je suis arrivé chez moi, puis honnêtement, je me suis comme, je ne veux pas dire caché, mais je suis caché pour 3 mois. Je ne voulais pas parler à personne, rien faire. Puis finalement, c'était là comme je commençais à vraiment manquer le jeu. Puis je commençais à m'entraîner encore pour voir si j'étais comme quand même capable de revenir puis jouer un peu. Puis c'est là que tu t'es dirigé vers l'Italie. Tu as fait 2 stunts en Italie, on l'a passé tantôt. Là, mais... Oui, c'est ça. J'ai fait j'ai fait une année à Bolzano. On jouait dans la Ligue Autriche, mais l'équipe était basée en Italie. Okay. Quand j'étais en Finlande, on était comme... l'équipe allait pas bien. Là-bas, j'ai fait un couple d'années en Italie, mais séparé. La première fois, c'était après ma première année en Finlande. Il y avait un couple de mois qui restait, puis l'équipe allait pas bien. Puis mon coach, il disait toujours, on était 3 imports sur l'équipe. So, il y avait 3 gars de Nord-Amérique ou Tchèque, whatever, qui n'étaient pas dans la Finlande. Puis il nous amenait toujours dans son bureau pour nous dire, hey guys, first it's the players who get fired, then it's the coach. Comme il nous disait toujours ça. Puis finalement, ils ont racheté 2 joueurs. Puis il restait moi qui voulais racheter, mais ça ne me tentait pas de partir. Puis finalement, j'ai signé un contrat. J'avais trouvé un contrat en Italie, mais c'était un contrat de 2 années. La première année en Italie pour la Ligue italienne, mais Milano allait dans la KHL l'année prochaine. Puis j'ai dit, OK, c'est un bon deal, je vais le prendre. J'arrive à Milan cette année-là. C'était le mois de février, je pense, ou janvier. C'était juste pour les séries. J'arrive là-bas, puis la première discussion avec le coach et les joueurs, c'est je sais qu'on est en arrière pour les paychecks, mais ça va venir, les gars, ça va venir. Puis, comme j'ai fait, qu'est-ce que je viens de signer? Comme c'est sûr que cette équipe-là ne va pas dans le KHL. Ça, c'est la première stint. La deuxième, j'ai signé en Bolzano, mais c'était dans la Ligue d'Autriche. Tu joues contre comme Red Bull, puis Vienna, les équipes de même. Puis la troisième, c'était quand j'ai signé à Cortina. C'était l'année d'après que j'ai pris comme une année de congé à peu près. Ouais. Puis le coach, quand je regardais pour un contrat, il m'a proposé quelque chose de venir puis de jouer là-bas. Puis honnêtement, ça a vraiment bien été pour moi là-bas pour une année de retour. J'ai retrouvé ma confiance. Je me sentais bien dans mes patins encore. Ouais, justement, tu as eu une grosse saison, puis après ça, tu t'es retiré du hockey après cette grosse saison-là. Tu penses que tu n'as pas eu d'offre ou c'est parce que toi... Non, je suis allé, j'ai pris un contrat en République tchèque, puis j'ai eu une commotion cérébrale, comme il y avait eu un couple de matchs dans l'année, puis j'étais en train d'aller à l'hôpital du match, puis ma blonde, ma femme, me regarde. Je la regardais à chaque 2 minutes, puis je disais « So, how did I play? So, how did I play? » Puis je disais même chose. Puis après ça, je me suis dit « Écoute, ça vaut pas la peine. Je suis tellement loin de mon rêve. Mon rêve était toujours de jouer dans la Ligue nationale. Ça, c'était mon rêve. Si tu peux me payer 400 000 par année d'aller jouer quelque part d'autre, mais j'aurais jamais senti accompli parce que mon rêve, c'était la Ligue nationale. Puis là, j'étais vraiment loin de la Ligue nationale. On est rendu en Italie, tu vois là, vers la fin de ta carrière pour prendre, pour t'amuser, puis
it's a nice lifestyle. Mais tu ne retournes pas à la Ligue nationale. Puis dans ce moment-là, je me suis dit, je dois commencer quelque chose dans la vie à part d'essayer d'avoir des petits contrats ici puis là. Puis à un moment donné, je voulais avoir une famille. Puis je voulais pas avoir cet âge-là puis avoir besoin de recommencer. Y a-tu un moment où ça a passé proche que tu sois rappelé par soit, je sais pas, les Trashers? Tu as été dans l'organisation des Panthers, des Stars? Oui, honnêtement, je pensais quand j'étais dans l'organisation des Stars, quand j'étais échangé de San Antonio à Florida à Dallas, ça allait vraiment bien. Comme mes premières 10 matchs, j'avais comme 15 points. Puis je pensais vraiment être rappelé à un moment donné, mais ça n'a pas arrivé. So, après cette fois-là, non, j'étais pas proche. Puis tu sais, ton rêve, ça a tout été justement, moi je veux jouer dans la Ligue nationale, mais tu n'as jamais arrêté d'y croire, mais est-ce qu'il y avait quand même une part de toi qui doutait ou tu étais all-in sur ton rêve? Tu sais, comme tu viens de dire, tu as joué ta dernière saison d'Italie, puis ton rêve, c'est encore de jouer dans la NHL, mais y avait-tu une partie de toi qui doutait? Qui doutait, oui, c'est sûr que ça doutait à un moment donné quand j'étais rendu en Italie. Je savais peut-être que j'allais pas dans la Ligue nationale, mais peut-être que je peux monter à jouer dans une meilleure ligue. Mais à un moment donné, tu te dis que c'est temps de tourner la page. Puis dans ton deuil du hockey que tu as dû faire puis te réorienter, j'imagine que ta femme était là pour t'épauler, mais as-tu besoin de quelqu'un qui te guide vers où t'en aller? Oui, bien, après le hockey ou... Oui, après le hockey. Pendant le hockey, mes dernières 2 années, j'ai travaillé avec un psychologue, un sport psychologist, JF Ménard, ce gars de Montréal. J'ai travaillé avec lui, puis honnêtement, ça m'a vraiment aidé. Après le hockey, c'était pas facile. Quand j'ai vraiment arrêté, il y avait comme, peut-être presque 6 mois que ça me tentait pas de parler à personne. Je savais pas trop quoi faire dans la vie. J'ai arrêté de m'entraîner. C'était pas facile, ça c'est sûr. Mais finalement, il y avait. Mon père m'a dit, il faut travailler à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux faire? J'avais sauvé un peu d'argent, il a dit, regarde, investir dans l'immobilier ou peut-être acheter un Tim Hortons puis un franchise. Finalement, j'ai commencé dans l'immobilier. J'ai acheté une bâtisse à Montréal, ma première bâtisse. Puis c'est comme ça que j'ai commencé un peu à sortir, à faire des rénovations là-dedans, à trouver qu'est-ce que je voulais faire dans la vie un peu. Puis je suis allé voir mon agent Phil Cavalier dans le temps pour avoir dîné avec l'Arena où ça s'appelle Hockey, etc. C'est une belle aréna à Montréal. Je suis allé le rencontrer là-bas. C'était au temps des fêtes, à peu près World June, décembre. Et il m'a introduit au Player Development Coach, Director of Hockey Development, hockey, etc. Puis le gars m'a demandé, son nom c'est Nick Orlando, il m'a demandé, veux-tu faire un camp de hockey comme une couple de jours avec des jeunes? Puis je sais pas, ça me tentait pas un peu, mais finalement je dis ouais. Puis il m'a dit, écoute, même si tu étais un bon joueur de hockey, ça va pas dire que tu vas être un bon coach. Il m'a sorti ça tout de suite. Puis finalement, j'ai fait le camp. J'ai fait le camp de hockey pour 3 jours à l'Arena, puis j'ai vraiment eu le fun avec les jeunes. C'est tous les jeunes de Bantam, Pee-wee Bantam, puis j'ai bien aimé ça. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de player development. À partir de là, j'ai joint hockey, etc. Je faisais mon immobilier, je faisais la gestion de mes bâtisses, puis je faisais le hockey development. L'été, je travaillais avec Cortex, mon vieux agent. Je travaillais avec leurs jeunes joueurs de 14, 15, 16 ans. J'ai comme trouvé un bon beat. J'ai trouvé d'autres choses dans la vie à part être joueur de hockey. Ouais, ben tu es resté connecté à ton sport quand même. C'est une bonne façon quand même de garder la passion, j'imagine. Oui, c'est sûr. Mais c'est dur, comme t'es jeune, tu vois tes amis qui jouent à la Ligue nationale, tu les vois les étés en train de s'entraîner, puis toi, tu es sur la glace en train de faire du development. C'est pas ça que je voulais faire dans ma vie, mais au début, mais ça a pris du temps de l'accepter.
Puis même aujourd'hui, ça fait mal des fois, mais ça fait partie de la vie. Mais je te trouve plus en paix avec ça parce que je te suis sur Instagram puis tu mets souvent des quotes inspirantes et tout ça. Tu as l'air vraiment dans un processus d'acceptation. Puis tout ça, tu as l'air vraiment en paix avec ton passé, beaucoup plus qu'avant, j'imagine. Oui, beaucoup plus qu'avant. Même j'avais la misère juste à écouter des matchs de hockey avant, mais maintenant j'écoute des matchs, je vois les joueurs. I like to see the success that guys are having, especially the younger guys now. And si je peux aider quelqu'un là-dedans, mais c'est ça que j'aimerais faire. Puis tu parles de travail, le nouveau Angelo, là, il était politicien à un certain moment donné. Ouais. Candidat au conservateur, une autre facette à ton éventail de choses. Oui, c'est ça. J'étais approché par le parti il n'y a pas trop longtemps, en 2019, si je voulais. Puis j'ai toujours été, I've always been, I won't say involved in politics, mais j'avais toujours le nez sur ça parce que, après le hockey, j'ai commencé avec l'immobilier, puis je voulais savoir ce qui se passait dans le monde, ce qui se passait dans notre monde au Canada. Ça m'a comme poussé un peu de dire, ouais, je peux peut-être l'essayer. C'est sûr que ça n'a pas marché. C'est beaucoup plus dur que le monde pense là-dedans. Puis tu réalises vite comme le monde à ce niveau-là, comme j'ai appris ça juste en faisant partie de l'élection, comme au municipal, ils votent pour la personne. Au fédéral, ils votent pour le parti. Puis au Québec, les conservateurs, ça va pas très bien. Ouais. Jeff? Mais qu'est-ce que tu retiens de ce parcours-là? Là? C'était une belle expérience, honnêtement. Comme j'avais besoin de parler devant des centaines de monde. J'allais à des maisons de retraite, j'allais à des parcs, des événements. C'était vraiment une belle expérience pour moi. Les outils que j'ai appris au hockey à travailler en équipe avec mon équipe, to pivot on quand il y a de l'adversaire, de travailler au travers de l'adversaire. Il y avait plein de choses du hockey qui m'a aidé dans ce parcours-là. Puis, y a-t-il quelque chose que je suis retenu? Ben, pour l'instant, je ne veux pas rembarquer là-dedans. J'adore. J'ai une question, puis tu sais, on va faire un petit peu de backtracking, évidemment. Tu as joué justement avec Jake Allen à Montréal, avec le junior de Montréal, puis de ce qu'on entend, ça a l'air d'une Christie de bonne personne. Est-ce que tu peux confirmer ça? Il n'y a personne qui dit des commentaires négatifs sur ce gars-là. Moi, ça me fascine. Non, il est vraiment une bonne personne. Just a good teammate, good person. All around, just a really, really good person. C'est fun d'entendre parce que justement, on l'a eu à Montréal ici, puis je trouvais que tu un petit peu dans l'ombre de Carey Price, mais je suis content d'entendre que. Oui, puis ça va bien. Aujourd'hui, il était le starter, je pense. Avec les Devils. Avec les Devils, c'est fun de voir ça. Puis on avait aussi JF Berube. Oui, c'est vrai. Lui, cette valeur, ça n'a pas été. Moi, honnêtement, je suivais beaucoup Junior à ce moment-là, puis j'étais comme, ce gars-là va jouer dans NHL. Finalement, des fois, ça arrive. Il était backup, il a quand même joué des matchs. Il a quand même je pense. Oui, c'est ça. Il a quand même eu une carrière là-dedans. On avait 2 bons gardiens de but à Montréal. Vraiment. Moi, je pense à ça en discutant, puis je me demande, en date d'aujourd'hui, tu as quoi? Tu as 37 ans, je pense? Oui. Est-ce que tu te définis encore comme le gars qui aurait pu être le premier choix au total en 2007? Tu sais, t'attaches-tu encore à ce gars-là qui aurait pu être le premier choix en 2007 au total, ou c'est complètement disparu de toi puis tu vis bien avec ça? Oui, je commence à être vieux maintenant, on pense plus à 2007 ces jours-ci. Excellent, bonne réponse. On vit en présent. C'est ça, en plus, tu as une petite famille. De ce qu'on a oui, c'est ça. Je suis rendu avec une petite famille. Puis, le monde me demande comment ça, parce que je n'étais pas vraiment grand dans les médias sociaux. Puis, comment ça,
je fais ça. C'est sûr que c'est une manière de m'exprimer, mais on sait tout quand on a grandi, on ne va jamais écouter notre père, puis on sait tout, mais je pense pour mes jeunes, un jour, avoir mon histoire un peu d'une autre façon, peut-être ça va leur donner des idées. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis je veux te remercier encore d'être là, parce que, comme tu dis, tu n'es pas présent on ne te voit pas on jase sur Instagram. Puis c'est cool que tu viennes au meneur pour te confier de même, Angelo. Non, ça me fait plaisir. Je pense que c'est une des premières. Je suis content que je peux être là avec vous. C'est un honneur. Écoute, ça me fait vraiment un baume sur le cœur d'entendre ça. Je ne sais pas si Jeff, tu avais d'autres questions pour Mr. Angelo. Oui, mais il rentrerait dans les questions en rafale. OK. Parce que nous autres, à la fin du show, on a comme une petite séquence de questions en rafale. Tu peux répondre à développement, tu peux répondre rapidement. Puis souvent, on donne des choix de réponse. Puis tu sais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tu réponds selon toi. C'est ton feeling, ta vision. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça marche. All right. Vas-y, Jeff, je te laisse commencer. Que signifie le mot succès à tes yeux aujourd'hui? On va être ici pour longtemps si tu veux que j'embarque là-dedans. Succès, c'est de bâtir quelque chose que tu es fier de pour le monde autour de toi, puis tu es capable d'aider le monde autour de toi, puis voir d'autres mondes être successful because of you. Ça, c'est du vrai succès. C'est une belle réponse. J'adore. Oui. Quel mot que tu prendrais pour décrire le mieux ton parcours? En anglais, adversity. Oui. C'est pas le mot en français, adversité. Adversité. Oui, c'est similaire. Ton meilleur coéquipier que tu as eu pendant ta carrière, que ce soit dans le Q, dans A ou en Europe? Ça, c'est dur. J'en ai joué avec beaucoup de bonnes personnes. C'est sûr que Radu, on était proches dans le temps, mais un des gars que je garde vraiment en contact avec à ce jour-ci, c'est Kelsey Tessier. OK. Parfait. Il est coach à Moncton maintenant. Ouais. Tu vois, je ne savais pas. Je le connais, mais je ne savais pas il était rendu où. C'est bon à savoir. Nice. Quel conseil tu donnerais au Angelo Esposito de 18 ans? Beaucoup de conseils. Go ahead. Si je peux aller en anglais. Non, je vais le dire en français. On va essayer ça en français. La première chose, c'est de prendre ton temps, de pas trop, de pas penser trop loin dans le futur. Pense dans le moment. Puis c'est pas toujours la décision. C'est pas toujours it's not always going to be the best decision to try to get to the right place the fastest. So take a step back and think about it. Il y a aussi si ça va pas bien, c'est correct d'aller voir quelqu'un, d'aller parler avec quelqu'un, puis de trouver ton jeu encore. Des fois, c'est ça que ça prend. Et oublie pas qu'il y a toujours there's always more to life than hockey sometimes. Hey, ça me rend émotif, on dirait. C'est comme si tu avais une conversation avec toi, un jeune toi. Là. Fait que c'est vraiment. En tout cas, ça aurait aidé à 20 ans. Ouais. C'était une autre époque. Hein? On dirait que la santé mentale, c'était vu différemment dans le temps. Là. Puis, ça a vraiment changé depuis 20 ans. C'est fou. Non, pour le mieux, je crois. C'est bon, c'est ça, pour le mieux, exactement. Puis la question que je pose à tous les invités, c'est qui le plus grand leader que tu as côtoyé? C'est sûr que... Oui, c'est sûr qu'il y a quelques-uns. C'est dur, ça fait tellement longtemps, mais avec l'équipe Canada, on a tellement eu des bons leaders sur l'équipe, avec des gars comme Pietrangelo, il y avait Tavares, c'était un bon leader, c'est sûr. Dans ma carrière,
J'ai eu la chance de jouer avec Chris Chelios. Ça, c'était c'est vrai, en fin de carrière. Il y avait 48 ans. 47 ans. Des joueurs comme ça, même à Atlanta, il y avait Éric Perrin. Oui, c'est vrai. Il m'aidait. Quand j'étais à Atlanta, c'est lui qui m'aidait. J'étais allé habiter avec lui. Puis, c'est des leaders comme ça. Puis, que j'ai eu la chance d'être autour de assez des bons. A lot of good ones. Hey, j'ai pas le choix de te demander, Chris Chelios, il était comment à son âge dans la Ligue américaine? J'ai pas le choix de te demander. Il était incroyable, honnêtement. Il était vraiment bon avec nous. C'était le fun d'être autour de lui. Même quand j'étais à Atlanta, il s'est fait. Moi, quand je suis blessé au genou ma première année à Chicago, je suis allé à Atlanta pour faire mon opération, puis j'ai passé l'année là-bas. Puis quand il était rappelé, je le conduisais à son hôtel assez souvent après les matchs parce qu'il n'y avait pas de char là-bas. Puis un soir, il a invité moi puis Zach Bogosian. Dans le temps, je restais avec lui, puis il nous a invités à aller souper, puis finalement, on est allé souper avec, on était comme 6 personnes au souper, puis une personne, c'était Michael Jordan. So, c'était quand même assez cool d'être au souper avec lui. On n'a pas dit un mot, moi puis Zach. On a resté en silence, exactement, mais non, c'était Chris Chelios, honnêtement, il connaissait tout le monde. Puis, j'étais assez chanceux d'avoir la chance de jouer un couple de matchs avec. Parce que Chelios a sans doute connu Jordan lorsqu'il jouait avec les Blackhawks de Chicago. Oui, il était très proche avec lui. Aïe, aïe. Oui. Il connaissait tout le monde, Chelios, comme vraiment tout le monde. Il nous a apporté jouer au paintball avec Owen Wilson une autre fois. Ouais. Il connaissait tout le monde. C'était incroyable. Ouais. On dirait que c'est comme c'est unreal. Là. Tout arrive, tu penses aller un petit souper tranquille, tu te ramasses avec Michael Jordan à ta table. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais 22 ou 22. On n'a rien dit, honnêtement. On s'est juste assis, puis on a mangé notre nourriture, puis on lui regardait. Wow. Ouais. Moi, j'ai une dernière question, Kev. Vas-y. Est-ce que tu te considères comme un bon leader et pourquoi? Oui, maintenant, je me considère comme un bon leader. Je suis très ouvert. Je suis vraiment direct. Puis, je veux voir le monde avoir du succès. Puis, comme j'ai dit, si même aujourd'hui à mon bureau, si des personnes qui travaillent en dessous de moi, qui sont mes rapports, puis si ça va bien pour eux, ça va bien pour moi. Ça, c'est un bon leader. Tu dois être capable de partir, puis la compagnie doit encore être capable de fonctionner. Je pense que je suis rendu là. Je pense que tu vas relate quand on dit teamwork makes the dream work. Oui, exactement. C'est exactement ça. Puis tu comprends ça des fois un peu plus tard dans la vie. Il y a bien des affaires qu'on comprend plus tard, surtout quand on a des enfants. Hein? Oui. Oui. La vie change beaucoup, le perspective. Oui. Perspective, c'est vraiment. Fait qu'Angelo, c'est maintenant la fin de ton apparition chez les meneurs. Je veux te remercier à nouveau. Ça nous fait chaud au cœur. On avait hâte de te jaser. Je suis tellement content que tu t'aies accepté et que tu sois venu. Merci beaucoup. Ouais, merci, boys. Non, c'était le fun d'en parler. C'est des choses que c'est sûr que j'en ai pas parlé dans le passé. Je suis content que tu me donnes la chance un peu aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, Angelo. Honnêtement, je le répète, on l'a déjà dit, mais ça a été vraiment un honneur de te revoir. Merci pour ta transparence, ton authenticité. Honnêtement, on est vraiment choyés de t'avoir reçu ce matin. Merci. Puis continue à faire ce que tu fais. Je pense que tu inspires beaucoup de gens. Tu sais, les posts que tu mets, là, je pense que ça parle à plusieurs personnes. Ça va les rejoindre beaucoup de personnes. C'est certain. Good. C'est le goal. Yes. Bonne journée, Angelo. Salut, merci. Salut. Hey, Michael Jordan. Michael Jordan, ben oui. Sérieux, Jeff, je suis vraiment. Je pense que je le dis
moins une fois sur 2, une fois sur 3. On est vraiment choyés au meneur. On a vraiment des personnes de qualité supérieure qui viennent nous jaser avec transparence de notre parcours, de leur parcours, pardon. Puis non, je me sens vraiment... on est privilégié de faire ce qu'on fait, Jeff. Ben, on choisit des bonnes personnes, hein, comme le Canadien de Montréal construit son club. On va avoir des bons joueurs, mais de bons êtres humains également. C'est ce qu'on va amener aux meneurs, présenter de bons êtres humains qui viennent nous parler de leur parcours. Là, c'est moi, je finis un show, Kev, puis tabarnak, j'ai du gaz, j'ai des frissons, fait que ça fait vraiment du bien. Oui, j'aimerais dormir le soir tellement que ça donne du gaz. Non, sérieusement, on est choyés. Je suis vraiment content. Puis là, c'est-tu le temps, la dernière minute de jeu en cette 3e période? Oui, on est rendu là. Puis là, ce qui est drôle, c'est que je checkais tantôt dans mes messages Messenger, Kev, là. Oui. J'ai 7 discussions d'ouvert avec des invités potentiels. Oui. Il y en a plein qui vont venir juste au mois d'août ou au mois de septembre parce qu'ils sont en vacances. Ouais. Mais il y a un certain Félix Bibeau. On est en train de booker peut-être quelque chose. Ça va dépendre de toi et tout ça, mais c'est potentiellement notre prochain invité, Félix, qui a joué pour les Huskies de Rouyn-Noranda, évidemment, qui est assistant entraîneur chez les Saguenayens de Chicoutimi, puis qui a été invité avec le mammouth de l'Utah ou d'Utah, je ne sais jamais comment dire. De l'Utah, par André Tourigny, pour aller vivre un rêve comme assistant-entraîneur ou accompagnateur au camp d'entraînement du mammouth. Fait que je trouve ça très cher, puis ça, c'est un Christ de vrai, là. Ah, vraiment, j'ai hâte d'y jaser. D'après moi, on devrait être correct. Je pense qu'on peut confirmer tout de suite que ça va être lui le prochain invité. Puis c'est ça va être le fun. On a plein de belles choses qui s'en viennent. On a hâte de vous présenter ça. Une couple de personnes connues du paysage culturel, sportif, québécois. Vous les connaissez. Fait que on a bien hâte de jaser avec ceux-ci. Yes, merci une fois de plus, mon cap, pour cet épisode 10 avec Angelo Esposito. On s'en rejase jeudi avec Vicky. Ouais. Fait que merci de nous suivre Facebook, Instagram, TikTok pour les capsules et les photos qu'on met. On aime ça vous lire les commentaires, surtout les positifs. Fait que merci de nous envoyer de l'amour. Pour les shows complets, n'oubliez pas de nous suivre. On vous lance l'invitation sur YouTube, Spotify, Apple Music, Apple Podcasts, Amazon Music. Je dépasse, ça paraît que c'est la fin du show. Fait que merci de nous envoyer de l'amour. J'espère qu'on vous le rend. Puis sur ce, on vous envoie de l'amour. Yes, sir. Peace, mon frère.